J'appelle à présent M. Charles Derex, qui nous a fait l'amabilité de venir malgré son accident de vélo. Et nous l'en remercions, car ses apports vont être précieux pour cet après-midi. Alors vous pouvez soit vous mettre au pupitre, soit vous asseoir. Donc vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Vous êtes également membre du groupe d'histoire des forêts françaises. Peut-être que vous pourrez nous dire un petit mot de cette association. Un des membres actifs de la FDR me l'a demandé. Dans le cadre de cette association, d'ailleurs, vous avez participé à la rédaction d'ouvrages, dont le dernier, Forêt et montagne, très, très intéressant, une belle somme sur ce thème forêt-montagne est paru au printemps dernier. Donc à ces titres déjà, votre présence ici est amplement justifiée. Mais en plus, avec deux collègues du CGAER, vous avez été chargé d'élaborer une synthèse des quelques 250 rapports d'expertise sur la forêt et le bois produits depuis 1984, dont 50 depuis 2006. Alors, nous allons voir, je crois que les mêmes constats sont faits depuis longtemps et qu'effectivement les préconisations des différents rapports, en tout cas les 20 rapports les plus intéressants que vous avez retenus pour faire votre analyse, ces préconisations sont convergentes. Je vous invite à les présenter. Merci. Merci. Vous avez devant vous un homme réduit à rien et pour réveiller une belle endormie, c'est pas idéal. Donc je ne vais surtout pas y prétendre. Je vais vous recommander de faire attention lorsque vous saisissez un Vélib. Il peut y avoir des petites feuilles mortes, glissantes. C'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai eu une luxation de l'épaule et tout ce qui s'ensuit. Bref, le bras est un peu empégué, mais les pieds sont bons et je crois que je vais les mettre dans le plat. Ce matin, nous avons entendu 4 communications. Le CRPF... Oui, le CRPF fait bien son travail, mais est-ce que c'est à l'échelle du problème ? La SAFER fait magnifiquement son travail, mais est-ce que c'est à la dimension du massif forestier des Landes, à la dimension de la forêt française ? Le ministère de l'Agriculture, auquel je fais partie, fait magnifiquement son travail, à n'en pas douter. Mais est-ce que les mesures sont vraiment adaptées à l'ambition ? Quant aux outils fiscaux, ils ont été bien présentés tout à l'heure. Est-ce qu'ils incitent à une gestion forestière durable qui met à disposition de notre économie et de nos concitoyens les biens et les services que tous nous attendons de la forêt ? Alors, je ne veux pas agir de façon débridée, donc je vais m'appuyer sur le travail, en effet, que nous avons mené au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux pour appuyer un propos qui pourrait être désolé et désenchanté, mais qui se veut foncièrement optimiste. Alors, le CGAER, c'est un de ces organismes, Conseil général ou inspection générale, qui est placé à la disposition du ministre, présidé par le ministre et qui mène un certain nombre d'études, d'enquêtes, d'inspections, d'audits, etc. et qui intervient aussi pour aider le ministre et l'administration centrale à définir une politique publique adaptée aux besoins et aux espoirs. C'est ce que nous avons fait avec ce travail préalable à la rédaction du volet forestier de la loi d'agriculture, alimentation et forêt dont a parlé Édith Mérillon ce matin. Alors, un rapport de plus, oui, un rapport de plus qui s'ajoute à ces 250 que nous avons recensés depuis 1984 à partir des mots-clés forêt et bois. 8 par an. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? Pourquoi tant de rapports et à un tel rythme ? Ça n'est pas dans les rapports qu'on trouve la réponse, évidemment, à cette question, mais mes collègues et moi, nous avons identifié 3 raisons principales pour expliquer cette avalanche de rapports. La première raison, c'est le manque de maturité d'une filière.
La filière forêt-bois est souvent qualifiée de virtuelle, faite plus d'une juxtaposition d'un certain nombre de maillons que d'une unité d'acteurs, tous attelés au même ouvrage, faire de la forêt et du bois ce que nous en souhaitons. Aujourd'hui, les choses changent et j'y reviendrai. Mais au long de ces années, la filière n'a pas été aussi présente et active que ça aurait été souhaitable. Je rappelle que l'interprofession nationale France Bois Forêt a été créée il y a une dizaine d'années seulement. La deuxième raison, c'est les moyens financiers. Certes, on dit volontiers qu'un bon projet n'a pas besoin de financement, il les trouvera sans problème, il sera mis en place sans difficulté. Je crois que ça n'est pas tout à fait vrai. Et une politique, pour réussir, nécessite malgré tout des moyens financiers. Nous avions le Fonds forestier national qui, les bonnes années, atteignait 100 millions d'euros, voire les dépassait. La CVO, contribution volontaire obligatoire, qui a été mise en place à la suite de la création de l'interprofession France Bois Forêt, produit 6, 7, 8 millions d'euros. On n'est pas à la même échelle. Manque de moyens financiers. D'autant plus grave dans une politique, c'est la troisième raison, qui est une politique incitative. On n'oblige à rien. On incite, on invite, on encourage. Mais si on n'a pas de vraies carottes pour faire avancer les gens, le résultat risque d'être un peu insuffisant. C'est ce qu'on constate à la lecture de ces rapports qui tous dénoncent un certain nombre de problèmes et font des propositions. Alors, convergence ou approche différente, grande, très grande convergence. En gros, et on les a déjà à peu près toutes citées ce matin, les constatations portent sur le morcellement de la forêt, sur la sous-exploitation de la forêt, sur un investissement insuffisant, sur un outil industriel qui peine à valoriser les produits de la forêt, sur une filière un peu virtuelle, je le disais. Et puis, dernier point et pas le moindre, sur une sympathie générale de nos concitoyens pour la forêt. Demandez à quelqu'un s'il aime ou s'il n'aime pas la forêt, vous savez la réponse, ah oui, je l'aime beaucoup. En revanche, il aime beaucoup moins la gestion forestière, les coupes de bois et les travaux forestiers. C'est quelque chose qui est à prendre en compte au moment où on veut redémarrer des investissements en forêt. Que proposer alors pour améliorer la situation ? Nous n'avons pas essayé de faire une œuvre d'historien, nous avons voulu nous projeter vers l'avenir et essayer d'identifier des pistes de travail qui pourraient peut-être améliorer la situation et faire basculer la forêt et la gestion forestière sur le côté vertueux et de sorte qu'elle apporte ce qu'on souhaite. Il y a en effet en ce moment des perspectives favorables. La création au sein du Conseil national de l'industrie d'un comité stratégique de filière forêt-bois est une chose excellente. D'ordinaire, on disait que le bois et les produits forestiers, c'était le passé. Là, la forêt fait clairement partie des filières d'avenir de notre pays. Et tous les membres de la filière, en tout cas ceux de l'aval, ont bâti un contrat stratégique de filière tout à fait ambitieux avec des actions qui sont prévues et qui devraient porter un effet tout à fait positif. Il y a aussi cette loi d'avenir dont nous parlait Edith Mérillon tout à l'heure, avec notamment, c'est ce que je placerai en premier point, le programme national de la forêt et du bois, qui est un document qui doit tracer de façon claire la politique de la forêt et du bois dans notre pays et se décliner en région par des programmes régionaux, tout à fait utiles. Et puis, je vais y revenir. Et puis des mesures fiscales, ça a été dit tout à l'heure, avec le CIFA, ce compte d'investissement et d'épargne qui favorisera l'assurance, mais aussi l'investissement dans les forêts. Et puis la COP 21 et une implication plus forte de la filière. Alors,
Sur ces 250 rapports, évidemment, nous ne les avons pas tous regardés. Il y en a qui sont des rapports généraux, il y en a qui sont des rapports plus partiels, plus localisés, et nous en avons sélectionné 20. 17 rapports généraux qui ont été écrits soit par notre institution CGAER qui s'appelait Conseil général du greffe autrefois, soit par des plumes extérieures. Je pense en particulier à l'ancien président de la Fédération nationale du bois, Dominique Juillot, en 2003, qui était un rapport qui portait plutôt sur l'industrie et la transformation du bois. Le fameux rapport Puech de l'année 2009, qui est à mettre en parallèle avec les déclarations du président de la République de l'époque à Urmat, en Alsace. Un rapport Guémard sur l'Office national des forêts en 2010, un rapport très intéressant d'une institution qui s'appelle PIPAM et qui date de 2012 et qui portait sur les marchés et qui analysait la situation non plus en commençant par la forêt, mais en commençant par les besoins, la consommation, et qui remontait étape par étape pour essayer de mettre en place un cycle vertueux. Et puis enfin, rapport Collet, le député Collet de la Nièvre en 2013, qui parlait de l'ONF, mais aussi d'un ensemble de questions sur la forêt. Alors pour analyser, et puis 3 rapports plus spécifiques, un sur la montagne, un sur la Bourgogne, et puis encore un troisième avec des éclairages spécifiques, mais qui se connectaient avec les grandes questions nationales et qui donnaient du relief au sujet. Donc un corpus vraiment intéressant. Nous avons bâti une grille de lecture reprenant les grandes questions qui nous étaient posées, notamment la récolte, comment accroître la récolte, la compétitivité des entreprises, la gouvernance, que nous avons détaillé en toute une série d'items. Et nous avons rédigé à partir de là des grands tableaux, 36 pages, dans lesquels on reprenait les constats et les propositions de chacun de ces rapports selon les différents thèmes. Et puis on les confrontait les unes aux autres et on regardait la suite qui a été donnée. En gros, nous avons réparti notre travail selon 3 points. La forêt avec l'objectif de valoriser ses atouts, l'outil industriel avec l'objectif qu'il apporte une véritable valeur ajoutée, et puis la gouvernance pour mettre en place une logique de filière. Et à partir de là, nous avons rédigé ce rapport qui est accessible sur le site internet du ministère de l'Agriculture, qui est un rapport court, je crois qu'il se lit bien, laissez tomber toutes les annexes, et qui est centré sur 7 propositions prioritaires que nous avons présentées au ministre, à que, monsieur le ministre, si vous faisiez ça, peut-être que ça changerait les choses. Alors, là, j'ai toute la liste des rapports, mais c'est absolument illisible. Donc je passe, j'ai dit l'essentiel. Je voudrais détailler un petit peu les 7 recommandations qui nous ont paru les plus fortes. Et la première, c'est celle des sous. Et les sous, nous avons recommandé que le fonds stratégique forêt-bois soit doté de 150 millions d'euros, chiffre qui ne sort pas du chapeau, chiffre qui est proposé par beaucoup de rapports, certains proposaient un peu moins, d'autres nettement plus, chiffre qui est assumé par les professionnels de la forêt et du bois dans un grand rapport de proposition qu'ils ont présenté au gouvernement il y a peut-être 3 ans maintenant quand même. Chiffre aussi symbolique parce que s'il était atteint, je crois que les réticences de certains acteurs disparaîtraient et que tous iraient vers ce regroupement des acteurs absolument nécessaires pour changer les choses. Et puis 150 millions d'euros, on est dans l'ordre de grandeur du Fonds forestier national des bonnes années, puisque je citais le chiffre de 100 millions. Alors, où trouver cet argent ? Le ministre est acquis à cette idée-là qu'il faut cet argent. Il dit qu'il en a trouvé 60 millions. Il faut trouver le reste. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. Il y a quelques jours,
Merci Luc. Il y a quelques jours a été organisé par France Bois Forêt, France Bois Industrie Entreprise et l'ASFOR, Jean-Yves Henry était là ce matin, un colloque tout à fait intéressant où des financiers sont venus et ont évoqué des produits qui permettraient, comme le disait Jean-Yves Henry ce matin, de diriger vers l'investissement forestier de l'épargne et qui pourrait peut-être constituer une forme de solution à ce besoin. On n'est pas encore dans la valorisation du service écosystémique que remplit la forêt avec le stockage du carbone. Peut-être que ça viendra aussi. Enfin, il faut arriver à trouver cet argent. Espérons que la chose sera possible. Deuxième recommandation, celle-là est plutôt satisfaite. C'est celle qui concerne le Programme national de la forêt et du bois. Ça a été présenté par Edith ce matin. L'élaboration se fait en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et pour avoir participé à un groupe de travail, je peux vous garantir que les débats ont été nourris, intenses, mais très sérieux. Et je crois que c'est un bon document qui se prépare. J'aimerais être sûr que sa dimension d'interministérialité sera réellement présente, car il est essentiel que sur ce sujet, la forêt et le bois, qui concernent plusieurs ministères, l'agriculture, l'industrie, l'écologie, le logement, il n'y ait qu'une parole qui soit portée au niveau national. C'est pas forcément gagné, j'espère que ça sera atteint, de sorte qu'en région, l'ensemble des acteurs seront aussi capables de bâtir des programmes partagés par tous les acteurs, et notamment ceux de l'administration. Et puis faire du Conseil supérieur de la forêt et du bois l'organe d'animation et de suivi de ce programme. Là aussi, je pense que c'est en bonne voie, avec un tout petit bémol. Ce Conseil supérieur, il doit comprendre entre 70 et 80 membres, et faire travailler tout ce monde-là ensemble, c'est pas forcément évident. Donc il serait pas idiot, mais la loi le prévoit, de mettre en place des sous-groupes pour préparer les travaux du Conseil supérieur. La recommandation numéro 3 porte sur la position de l'État. Quelqu'un a dit ce matin que les personnels étaient réduits par 2, je ne me rappelle plus qui a cité ça, les services fiscaux ou je ne sais qui. En tout cas, c'est vrai à peu près partout. Et dans l'administration du ministère de l'Agriculture, c'est aussi le cas, avec des services en direction régionale ou en direction départementale qui sont parfois réduits à pas grand-chose. Et si l'on veut que les services de l'État apportent un appui et aussi un aiguillon aux acteurs de la filière pour tenir les engagements et atteindre les objectifs, il faut quelques personnes. Et il faudra notamment réviser la feuille de route des services forestiers pour qu'elle colle sur les priorités de l'action qu'il leur est demandé de mener. Et cela en particulier dans le registre de l'intelligence territoriale. Pour ma part, je crois beaucoup au travail qui peut être mené à travers des projets de territoire. J'y reviendrai aussi dans un instant. La recommandation 4 porte sur ce fameux GIEF dont on a parlé ce matin. J'ai quelques doutes intimes sur le GIEF. Mais maintenant qu'il a été voté, il faut lui donner toutes les chances de réussir. Et pour ça, il faut qu'il y ait un accompagnement véritable de la part de l'administration et de la part des centres régionaux de la propriété forestière, cher François. On a cité beaucoup le CRPF de Rhône-Alpes ce matin et son ambition de mettre en place rapidement 50 JF dans les 5 ans. Il a commencé ce travail. Il faudrait que partout, ce même enthousiasme se mobilise pour arriver à créer ces JF.
Nous avions suggéré au ministre de lancer un appel à projet comme il l'avait fait pour le GI2E en agriculture. Il était tout à fait d'accord. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Du moins, ça ne s'est pas fait de façon directe. Ça s'est fait un peu, ça a été cité aussi ce matin, à travers l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui pourra aider à mettre en place quelques JF. Le JF sera-t-il un zinzin vite oublié ou sera-t-il un véritable outil qui permettra de créer ces regroupements de propriétaires forestiers qui gèrent de façon concertée, qui exploitent, qui valorisent leurs forêts, qui mettent en vente des bois? L'avenir va nous le dire, mais la conclusion que nous faisions dans notre travail d'analyse des rapports, c'était de souhaiter que le CNPF, le Centre national de la propriété forestière, et les CRPF priorisent leurs travaux et notamment insistent fortement sur cette mission de regroupement des propriétaires. Non pas au plan foncier, pour ma part je pense, et je crois que la matinée l'a quand même pas mal illustré, que le regroupement du foncier est une tâche inaccessible. Le regroupement de la gestion est peut-être plus facile, moins sûr, c'est évident, mais peut-être accessible, et il faut s'assurer, enfin il faut essayer que le JF le permette à travers ces plans simples de gestion concertée. J'évoque rapidement les plans de développement de massifs qui avaient été montés par la forêt privée, qui était une chose, bon j'en parle au présent, ça continue, qui est une chose tout à fait intéressante, mais avec une faiblesse consubstantielle, car une fois que tout le travail d'animation, de repérage, de rencontre avec les propriétaires forestiers avait été mené, on n'allait pas jusqu'à l'étape d'un gestionnaire unique pour tous et d'un opérateur commercial. Le JF prévoit ça, donc c'est un bon prolongement du plan de développement de massif. Il est évident qu'une fois qu'on a fait tout ce travail de rapprochement, il faut le concrétiser avec un interlocuteur qui va concevoir, en lien avec les propriétaires, bien sûr, ils ne sont dépossédés de rien, la gestion à mettre en œuvre par le plan simple de gestion concertée et de mettre en place la vente des bois. Voilà pour la recommandation 4, j'en viens à la 5, qui est un retour sur les questions territoriales. Les démarches territoriales ont des vertus. Elles ne sont pas un succès garanti, mais quand un certain nombre de critères sont réunis, elles peuvent bien fonctionner. Là, je me réfère à l'investissement qui est le mien lorsque j'étais dans une institution merveilleuse dont nous entendrons le président dans un instant, la Fédération nationale des communes forestières, avec les chartes forestières de territoire dont la fédération avait la charge de l'animation au niveau national. Ces chartes forestières, parce qu'elles mettent en contact l'ensemble des acteurs, qu'elles les invitent à partager un constat de la situation de la forêt et du bois dans leur territoire et à bâtir ensemble un projet partagé avec des actions de progrès, peuvent être de très belles réussites, et il y en a qui marchent très bien. Toutes ne marchent pas, ça ne peut jamais toujours marcher, mais il y en a beaucoup, et une bonne proportion, qui marchent tout à fait bien et qui conduisent à des opérations de gestion, à des opérations de récolte de bois. Et il faut que ces démarches puissent éclore et se développer sur le terrain, donc bénéficier d'une animation par des chargés de mission qui trop souvent, je les avais appelés des intermittents du développement durable, sont des petits jeunes passionnés qui sortent d'école et qui font ça avec un statut précaire pendant une durée trop courte. Et malheureusement, quand celui qui connaît le territoire s'en va, l'autre doit tout recommencer. C'est un peu ballot. Donc, il faut jouer cette carte des démarches territoriales en juxtaposition d'une politique de filière à tous les niveaux, État, région, etc. Il y a place pour une politique territoriale réunissant
les acteurs concernés. Recommandation 6, c'est sur les ventes de bois. Là aussi, alors tout ce que je raconte là, je ne l'invente pas, ça ressort de cette analyse des différents rapports et des suggestions qui sont présentées. Et là, je pointe les 7 qui nous ont paru primordiales. La recommandation 6, c'était sur la vente par contrat d'approvisionnement. Non plus une vente d'arbres sur pied tout mélangé, mais la vente de produits homogènes classifiés sur la base d'engagements clairs dans la durée avec des prix, etc. La chose est difficile, mais les coopératives ont su le faire. Il faut que l'Office national des forêts y arrive en domanial et en communal, et peut-être aussi les experts forestiers privés, de sorte que le contrat devienne la principale forme de commercialisation des bois, même si la vente publique avait des charmes magnifiques, elle n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour. Et la recommandation 7 porte sur l'aval. Nous avions identifié un certain nombre de mesures relativement simples d'appui aux scieries, provision pour investissement, facilité de trésorerie, prêt participatif, appui de la Banque publique d'investissement par le Fonds Bois en particulier, pour apporter des aides à la modernisation des entreprises, des scieries. Nicolas Douzin pourra nous dire si ça s'est concrétisé. C'était indispensable d'apporter une aide à la modernisation des scieries pour qu'elles soient en mesure de transformer et de valoriser les produits de la forêt. Alors en conclusion, je voudrais me risquer à provoquer votre ire, et notamment celle de mon ami Luc Bouvarel, directeur général de Forestiers Privés de France. Ce matin, ça a été dit plusieurs fois, et jusqu'aux juristes qui disaient « le droit de propriété privée est tellement sacré que si je l'écorne un tant soit peu, je vais me faire insulter ». J'ai envie, moi, d'évoquer cette idée de peut-être instiller une dose de contrainte dans le traitement des propriétaires forestiers privés. J'ai cité ce très intéressant colloque qui s'est tenu au Conseil économique, social et environnemental il y a quelques jours. Et dans son introduction, le président Delevoye, qui est un homme d'une grande sagesse, d'une grande autorité morale, est allé jusqu'à employer une formule complètement folle. Ce qui est excessif est insignifiant, mais de la façon dont il le disait, ça n'était pas insignifiant du tout. Il a parlé de crimes contre l'humanité en évoquant ces propriétaires forestiers qui ne mettent pas en valeur leurs biens. Tel que je vous le dis, évidemment, vous frémissez et vous dites « passons ». Mais de la façon dont il l'a introduit, c'était tout à fait légitime et convaincant. Et je pense que vis-à-vis des propriétaires agricoles, le statut du fermage a malgré tout bridé le droit de propriété d'une façon relativement conséquente. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument que notre pays, nos terres agricoles, produisent la nourriture dont nous avions besoin. Aujourd'hui, ne devrions-nous pas considérer que notre pays a besoin du bois, bois construction, bois énergie, a besoin d'une forêt bien gérée qui apporte ces services écosystémiques qui vont être débattus dans quelques jours avec la COP21 en matière de stockage du carbone, mais en matière de protection de la ressource en eau et de la qualité de la ressource en eau, en matière de protection des sols, des paysages, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'il y a là une cause d'intérêt général, national, international, qui justifierait que l'on écorne un petit peu le droit de propriété privée. Alors, lors de la préparation de la loi d'avenir, gardez ça pour vous, et je ne le dis que parce que les portes sont fermées,
un collègue et moi-même, nous avions proposé une mesure qui visait à rendre obligatoire l'adhésion des petits propriétaires forestiers à une association syndicale de gestion forestière, dès lors qu'une démarche territoriale de type charte forestière de territoire avait reconnu que ce territoire était porteur de véritables enjeux forestiers, que les élus des communes concernées étaient d'accord et le confirmaient par délibération, et dès lors qu'il y avait un certain nombre de propriétaires forestiers représentant une certaine surface de forêt, en accord avec cette proposition d'une association syndicale de gestion forestière. Et nous avions dit au ministre, eh bien à ce moment-là, le préfet dit, mes petits cocos, vous vous regroupez tous dans cette association syndicale et le territoire forestier apporte ce qu'il peut apporter. Cette idée n'a pas été retenue et le JF, vous l'avez entendu ce matin, est totalement volontaire. L'adhésion au JF est volontaire. Fort bien. Peut-être que pour cette fois, c'est la solution. Et il faut encore une fois donner à ce JF toutes les chances du succès. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois si le JF ne marche pas? Peut-être qu'il va falloir imaginer quelque chose qui ressemble à cette affaire du statut du fermage, dans lequel parfois le propriétaire agricole se dit « Oh là là, j'ai plus aucun pouvoir, c'est mon fermier qui les a tous ». On est ici dans une enceinte d'agriculture, peut-être que vous pouvez réfléchir, vous qui avez cette expérience, à une formule qui serait acceptable et qui ferait que notre belle endormie se réveille complètement avec beaucoup de sourire et beaucoup de grâce. Merci. Félicitations, Monsieur de Rex, d'abord pour votre intervention remarquable, mais également pour ce travail que vous avez réalisé. Effectivement, c'est un véritable tour de force d'essayer à la fois de résumer et de tirer les meilleures des préconisations de ces 250 rapports.